Bonjour, je suis Sophie, la bibliothécaire de cette émission et aujourd'hui j'ai l'honneur d'être avec l'auteur de fantastique Éric Gauthier. Bonjour Éric, Bonjour. tu vas bien? Oui, très bien. On peut se tutoyer, tu permets, on se connaît un peu depuis le temps. Alors on fréquente les congrès boréal de science-fiction. Tu as déjà gagné plusieurs prix en science-fiction et fantastique. Tu as écrit de nombreux livres. Je vais partager à ceux qui nous écoutent ta bio. Alors, Éric Gauthier, né en 75 à Rouyn-Noranda, tu es un Abitibien. Et la bio, elle est petite hein, sur Wikipédia. Et moi, j'invite toujours ceux qui m'écoutent, mes abonnés, à aller faire un tour sur Wikipédia pour donner beaucoup d'amour aux pages qui en auraient besoin. Et je vois que la tienne, elle est très bien, elle est bien faite, mais il pourrait y avoir des éléments qui sont rajoutés, qui pourraient être rajoutés. Et toi, tu préfères dire que tu écris du fantastique. Oui, OK? c'est dessus que je me suis concentré les dernières années. Oui, et j'ai lu de tes livres et que j'ai adoré. Je vais en parler. Ton site web pour ceux qui voudraient aller te suivre, ericgauthier.net. Et parmi moi, ton livre, là, mon livre coup de cœur, un des rares livres de ma pile à lire que j'ai lu et que je vais relire. Ce qui est exceptionnel chez moi, c'est très rare que je relis des romans. C'est Montréal. Vraiment là, bravo, c'est une perle, Montréal. C'est tellement un livre magnifique que franchement, moi j'aimerais que ce livre aille au cinéma et c'est rare que je le dis. Je l'ai dit pour un autre livre d'un auteur québécois sur ma chaîne, mais ce livre-là, franchement, là, il mérite non seulement d'être relu, re-relu, mais d'aller au cinéma. Tu as su créer un univers vraiment fantastique et j'aimerais aujourd'hui qu'on parle beaucoup de ton processus de création. Je sais que tu donnes des cours, entre autres des cours de processus de création de personnages, mais j'aimerais. Montréal est tellement fantastique. C'est pas juste les personnages qui sont fantastiques, ce sont les lieux. Qu'est-ce qui t'a donné le goût d'écrire Montréal à ce moment-là? Montréal, ça remonte loin en arrière. Ça remonte à mes toutes premières publications, en fait, dans la revue Solaris. Euh, j'ai toujours été maniaque de fantastique et puis de monde. J'ai toujours aimé plonger dans des mondes étranges comme ça. Euh, et puis, v'là longtemps, en 99, j'ai publié dans la revue Solaris la nouvelle La Maison de l'Anxitecte, où j'inventais une réalité alternative. Je situais l'histoire dans les années 1500 quelques en Angleterre. Et puis, j'introduisais des idées où est-ce que il y avait un rapport particulier entre l'architecture et puis la magie notamment. Euh, et puis j'avais eu du fun à écrire ça. J'avais élaboré toutes sortes d'idées autour de ça. Et puis évidemment, on en invente gros comme ça. Puis quand on écrit une nouvelle, ben, il y a juste ça qui va se retrouver explicite dans le texte au bout du compte. Mais par la suite, plusieurs années plus tard, il m'est venu une envie de retourner à cet univers-là, de faire un fast-forward jusqu'au 20e siècle et puis d'amener l'action au Québec pour voir de quoi le Québec pourrait avoir l'air dans cet univers-là, avec la magie qui est établie, qui est connue par la population en général depuis des siècles. Ça m'amenait dans quelque chose de. En fait, sur le coup, quand l'idée pour Montréal m'est venue, sur le coup, ça m'a fait peur. Parce que je voyais aisément la charge de travail que ça pouvait représenter. Je savais que j'allais devoir essentiellement réécrire les 400 dernières années de l'histoire humaine. Euh, Pas jusque dans le moindre détail, mais bon. C'est vraiment un travail fantastique. C'est dans tous les sens du terme ce que tu as fait avec Montréal. Tu as su créer vraiment un Montréal parallèle, ce qui est Ouais, exceptionnel. c'est un gros défi. Et ceux qui habitent Montréal, et même à la limite ceux qui n'y habitent pas, mais qui connaissent un peu Montréal, qui regardent des vidéos sur Montréal, peuvent s'y retrouver, s'y reconnaître. Il y avait vraiment un paradoxe pour moi dans l'écriture de ça parce que c'est une version de Montréal qui est à la fois reconnaissable et méconnaissable.
Je voulais que les gens s'expriment avec le parler québécois. J'ai placé des petits éléments comme les escaliers extérieurs typiques du Mont-Royal, du plateau Mont-Royal et puis de certains autres quartiers de la ville. J'ai placé des éléments reconnaissables comme ça. Évidemment, le Mont-Royal est là parce que peu importe comment la société évolue, la montagne est là. Mais on lui trouve un autre sens. Elle est pas, on a la cité gouvernementale, on a des bureaux gouvernementaux qui sont sur le Mont-Royal, qu'eux appellent le Montréal. Et puis, le plan des rues est différent. Donc, il y avait vraiment un effet de familiarité et d'étrangeté combiné. C'est un équilibre que j'essayais de trouver puis d'explorer tout le long du roman. Et le gouvernement est particulier dans cet univers aussi. Alors, peux-tu expliquer un peu à ceux qui l'ont pas lu, sans donner trop de pistes, mais en quoi consiste le gouvernement? Qu'est-ce qu'il y a de particulier par rapport au gouvernement qui nous gouverne actuellement dans Montréal? Ouais. Déjà, juste pour revenir à la base de l'idée, ce qui fait, la principale chose qui fait que ce monde-là est différent par rapport au nôtre, c'est que la magie existe en gros, mais spécifiquement, on a découvert l'existence de courants magiques qui sont liés à la géographie et puis qui vont résonner avec les structures en place. Donc, plus une ville est grosse, plus une ville est complexe, plus les immeubles de la ville vont résonner avec les courants magiques et puis souvent de façon imprévisible, de façon dangereuse. Donc, ça nécessite une réglementation. Et puis, il y a des gens qui sont capables de pas contrôler ces courants-là, mais disons puiser dans les courants magiques, qui sont capables de produire des effets magiques. Et puis ça, c'est de notoriété publique. On sait que la magie existe. Il existe un ordre des mages du Canada dans cet univers-là. Mais justement, ça nécessite des structures de supervision, de contrôle. Et puis, une particularité de la ville de Montréal aussi, c'est que quand les colons français sont arrivés sur ce territoire-là, ils ont découvert que autour de ce qu'eux ont appelé le Montréal, autour de ça, c'est une aire neutre, c'est-à-dire que la magie ne fonctionne pas dans cet espace-là. Et puis ça, les colons trouvaient ça rassurant jusqu'à un certain point, parce que la magie, c'est quelque chose de dérangeant dans cet univers-là. Donc, comme la magie ne fonctionnait pas, ça filait sécuritaire comme endroit, et puis c'est sur le Mont-Royal qu'on a bâti le siège du gouvernement fédéral. Et puis, comme ce territoire-là avait une importance particulière pour le gouvernement français, toute la colonie a été traitée un peu différemment et la France s'est accrochée à ce territoire-là. Donc, ça n'a jamais été conquis. Montréal existe au sein du Canada, qui a toujours été un pays francophone, dont les frontières sont différentes un peu de notre version. Je n'irai pas dans toutes les petites différences, mais on voit un peu comment ça se passe. Alors, c'est vraiment, comment je pourrais dire, tu as vraiment eu une idée, comme tu le disais au départ, de rebâtir une histoire complète de Montréal et tout en y ajoutant de la magie. Et il y a les personnages qui sont très attachants à travers ça. Là encore, moi, quand je fais des entrevues, j'hésite toujours à voir jusqu'où je vais dans les détails. Mais entre autres, il y a une disparition majeure. Ouais, si on peut en parler, ça fait longtemps que j'en ai fait mon deuil. J'aurais voulu garder quand je commençais à travailler sur le projet, j'aurais voulu que la disparition soit un gros punch, une grosse surprise, mais en fin de compte, je l'ai placé très tôt dans le roman et puis je le présente d'emblée. En pleine nuit, dans la ville de Montréal, il y a un quartier, pas un quartier, mais un pâté de maison entier qui disparaît d'un coup avec tous ses habitants. Et puis c'est ça le mystère dans lequel nos trois personnages principaux vont plonger. Chacun à sa manière va essayer de trouver comment ça a pu arriver. C'est quoi le sort des disparus? Est-ce qu'ils sont rendus quelque part? Est-ce qu'ils sont juste volatilisés? Est-ce qu'on peut les récupérer? Et puis, est-ce qu'il y a moyen d'inverser ça?
Ça vient tout bouleverser parce que malgré que la magie est connue, la magie est quand même peu utilisée dans ce monde-là. Et puis, un phénomène comme celui-là, ça s'est pratiquement jamais vu. Donc, ça a Alors, été ça a été la base, le grand mystère qui vient tout remuer. et c'est ça qui nous pousse à lire et à lire et à lire et à le lire en quelques jours à peine. C'est quand même une brique, ce livre. Alors moi, j'ai invité ceux qui nous écoutent à lire ce livre et à partager cette vidéo à tous leurs contacts qui aiment les récits fantastiques et aussi à partager cette vidéo aux cinéastes. Parce que je le dis, il le redit, je veux ce livre sur le grand écran. J'y tiens. J'imagine je dirais avec un budget de 120 millions, on pourrait faire quelque chose de Mais pas mal de fun avec ce roman-là. tout est permis. On peut rêver. Ah ouais, ouais. Pourquoi pas? Et il y en a eu des budgets de ce type en cinéma. C'est rare, mais il y en a. Il y en a. Moi, j'adorerais ça, voir ça. C'est tellement visuel comme univers, c'est tellement original. Et je le dis, le redis, là, c'est un... On dévore le livre, on tourne les pages. Et d'ailleurs, je suggère à ceux qui lisent ce livre, qui sont passionnés de lecture, ne commencez pas ce livre en période d'examen. Suggestion. J'ai déjà fait des Vous allez gars. vous perdre dans les rues de Montréal et puis vous ne retrouverez pas votre chemin. Ouais, les gens vont faire des Non, je suis dégâts. content. J'ai eu du fun avec ce roman-là. J'avais une foule d'idées étranges et puis une foule d'images spectaculaires, tout ça qui me venait. Et puis j'ai réussi à en rentrer beaucoup tout en m'assurant que ça reste cohérent. En tout cas, je suis content d'avoir pu placer tout ce que j'ai réussi à placer. Puis t'as gagné des prix pour ça. Oui, ouais, j'ai remporté le Jacques Brossard et puis le Boréal aussi, je crois. Euh, ça fait plusieurs années de ça déjà. J'étais au Congrès boréal et il me semble que oui, que c'est ça que tu avais gagné. J'allais voir tout de suite ta page. Alors, regardez ici les prix gagnés, prix Jacques Bossard, prix Solaris, Boréal. Alors, et prix Boréal. Ça, le Jacques Brossard puis Boréal en 2012, les deux, c'était l'année. Ça a été l'année Montréal, l'année où Montréal a été récompensé. Alors, je vais t'inviter à faire une mise à jour, mais voilà. Et je t'invite. Oui, désolé, mon monteur va nous demander de reprendre la phrase pour l'aider. Alors, ici, le prix Boréal, alors c'est en 2012 que tu l'as gagné, et le prix Jacques Brassard aussi pour Montréal. Pour, ouais, pour Montréal. Alors, félicitations, vraiment, là, c'est très mérité. Et moi, avec cette chaîne-là, ce que je veux faire, c'est, je ne veux pas nécessairement axer mes entrevues sur l'actualité parce que justement, je veux faire ressortir des livres qui ont intérêt à revenir à l'avant-plan. Je veux créer l'actualité. Un peu comme je parlais avec Fred Savard, avec lui, dans l'entrevue que j'ai réalisée avec lui. Lui aussi, un de ses objectifs, c'est de créer l'actualité. J'aimais beaucoup son expression que j'ose réutiliser. Alors, c'est un début de la chaîne, c'est de faire revivre des livres qui ont intérêt à revenir de l'avant. Et ça, on le sait en bibliothèque, quand on travaille en bibliothèque, une des bonnes façons que les livres recommencent à sortir, si on les met sur les rayons, souvent, ils vont moins sortir longtemps. Et alors, une bonne façon, c'est de créer des événements en les mettant en vitrine. Et c'est ce que je veux faire avec cette chaîne. Et là, ici, je veux juste montrer, il y a tous ces livres-là à la Bibliothèque nationale. Tes derniers livres sont ici, dont la grande mort de mon oncle morbide. Et Montréal, pour ceux qui voudraient l'emprunter, ben, il est disponible en livre numérique. Et moi, j'invite les gens à retourner en bibliothèque. Je suis allée voir comment ça se passe. En tout cas, je ne suis pas retournée encore à la Bibliothèque nationale, je l'avoue, mais je suis allée à la bibliothèque de quartier. C'est très bien organisé. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on réserve nos livres
et on nous appelle et quand le livre est prêt, on va le chercher. Alors, on n'entre pas nécessairement dans la bibliothèque, mais c'est toujours possible d'emprunter les livres et il faut en profiter. Il y a des milliers de livres disponibles pour les emprunts et ils sont aussi disponibles comme celui-ci en livre numérique et il est excellent. Vraiment, là, il faut vraiment en profiter. Et maintenant, Eric, ça a été un très long processus, comme tu dis, l'écriture. Et j'aimerais que tu m'en parles davantage de ton processus d'écriture en général. Quelqu'un qui voudrait écrire un roman fantastique, qu'est-ce que tu lui suggérerais? Par quoi il devrait commencer? Je dirais qu'il faut suivre son plaisir. Parce que ça peut être un long processus, ça varie tellement d'un auteur à l'autre, c'est sûr. Moi, ça me prend particulièrement longtemps à écrire un roman. Faut suivre son plaisir, plonger dans une histoire qui va nous parler, qui va nous nourrir, à laquelle on va être heureux de revenir semaine après semaine. Et puis, pas chercher à courir après le marché non plus. Le succès, les grands succès, souvent, c'est des livres qu'on n'a pas vu venir tellement, puis qui créent les tendances. Quand on essaye de quand une tendance est rendue assez forte pour qu'on s'essaie à la suivre, on risque d'être déjà sur la fin de la chose. Et puis, il y a du personnel à trouver, je dirais aussi, avec les littératures d'imaginaire en général, c'est toujours quelque chose un peu paradoxal dans la manière dont ça fonctionne, la manière dont les gens les perçoivent aussi. Et puis, on peut avoir l'impression qu'un roman fantastique, par exemple, est moins connecté à la réalité qu'un roman purement contemporain réaliste. Mais il n'en reste pas moins que, pour moi, un roman fantastique, ça peut être profondément personnel. Montréal, par exemple, c'est toutes sortes de mes préoccupations qui sont sorties au travers de ça. Autant on est dans un monde fantastique, autant on se pose des questions sur l'autorité gouvernementale, sur qu'est-ce qu'on doit comme vérité aux citoyens, une foule de choses comme ça. Évidemment, chacun des personnages je mets des aspects de moi-même dans chacun des personnages à peu près. Donc, ouais, généralement, il faut suivre son plaisir. Il faut être prêt à travailler beaucoup aussi, à écrire et réécrire, se relire et réécrire. En fantastique en particulier, peut-être parce que ça nécessite de la nuance, du travail d'atmosphère, placer des petits indices progressivement pour amener le lecteur dans un état d'esprit particulier. Donc, il y a de la calibration à faire, il y a de la nuance à placer. Qu'est-ce que tu conseilles comme processus de révision? Parce que ça peut être très long la révision, surtout quand on écrit des livres de 500 pages. Alors, processus de révision par rapport au processus d'écriture, lequel est le plus long? Et qu'est-ce que tu suggères pour l'amélioration du texte? Sur quoi est-ce que les gens qui écrivent, qui commencent à écrire, devraient mettre le focus? Sur quoi ils devraient se concentrer quand ils révisent leur texte? Je trouve que c'est utile de se donner une vue d'ensemble. Et c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais déjà, si j'ai à réviser un long roman, je vais essayer de le mettre de côté de laisser un mois, 2 mois sur une tablette, me donner le temps de l'oublier un peu pour y revenir avec un regard plus frais. Et puis après ça, essayer d'abord de l'analyser, voir la forme d'ensemble de l'histoire, si ça paraît satisfaisant, s'il y a un équilibre là-dedans, s'il y a une partie de l'histoire qui est trop longue par rapport aux autres, ce genre de choses-là. J'ai un avantage par rapport à ça dans le sens où je suis devenu très systématique dans mon approche à l'écriture. Je me suis donné des outils. Dès que je commence à écrire un roman, dès les premières idées, je me crée des fichiers dans mon ordinateur pour
ma prise de notes. Et puis, j'ai un système, j'ai une méthode. Donc, je vais avoir toujours un fichier pour la liste de tous les personnages, par exemple, un fichier pour ci, un fichier pour ça. J'en ai fait un genre de système maintenant que je propose sur mon site web que j'appelle l'échafaudage. Et puis ça fait que quand comme je fais la prise de notes détaillée tout au long du processus d'écriture, euh, quand j'arrive à la révision, ben, j'ai déjà des fichiers bien remplis qui m'aident à me donner la vue d'ensemble dont je parlais. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est ça, au début de la révision, prendre le temps de considérer l'ensemble de la chose, l'équilibre. Euh, Réévaluer aussi c'était quoi les objectifs qu'on voulait atteindre avec cette histoire-là, et puis c'est quoi le résultat qu'on a atteint, et puis mesurer l'écart entre les deux. Des fois, il peut y avoir un écart surprenant entre notre point, entre le point qu'on visait pour arriver et puis le point où est-ce qu'on est réellement arrivé. Et puis, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Il faut... parce que l'histoire, si on est honnête avec notre histoire, disons, ben en cours d'écriture, on la laisse nous guider. Et puis, si on aboutit quelque part qui n'est pas où on avait prévu aboutir, ben c'est peut-être parce que l'histoire a besoin d'aller là. Donc, il faut prendre connaissance de l'histoire qu'on a écrite et non pas juste de l'histoire qu'on avait en tête avant. Fait qu'autrement dit, il y a le avant et le après qu'il faut considérer. Le projet avant, le projet tel qu'il est, et on essaie de trouver le juste milieu entre ce qu'on voulait faire et ce que c'est finalement. Ce qui n'est pas toujours évident. Moi-même, comme j'écris, je sais que c'est pas toujours évident de voir, bon, ce qu'on voulait, c'est ceci, ce que c'est cela. Maintenant, comment améliorer ce qui est présentement. Dans le fond, c'est ça que tu suggères de faire aussi beaucoup. Oui, c'est ça, voir s'il y a lieu d'ajuster le tir. Euh, Après ça, ben, ça aide aussi si on peut aller chercher un regard extérieur. J'ai des gens à qui je vais, des gens à qui je vais infliger une version, une première version de mon manuscrit, puis pour que ces gens-là puissent me dire, bon, tel bout dans l'histoire n'était pas assez clair, ou bien tel personnage est insupportable, ou il y a tellement d'aspects différents à l'écriture, les personnages, le style, le travail des dialogues, la cohérence de l'intrigue, la cohérence de la création de monde, aussi quand on parle de certains types de fantastique ou de fantasy ou de science-fiction. Euh, donc, c'est beaucoup d'aspects à gérer et puis on n'est pas... on a souvent des angles morts en tant qu'auteur. Il y a certains aspects qu'on remarque moins. Donc, si on peut avoir des lecteurs cobayes, disons, qui, eux, sont plus sensibles aux aspects que nous, on voit moins, ben, ça aide à nous donner une vision claire pour notre révision. Et toi, j'ai vu que tu fais affaire avec une agente littéraire. Et au Québec, je sais que c'est plutôt rare le métier d'agent littéraire. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir opter pour les services d'une agente littéraire? Comme c'est quand même Ouais, rare. ouais. Spécifiquement, je travaille avec une agente, une personne individuelle, donc pas liée à une agence. Euh, Ça vient beaucoup de mon métier de conteur parce que, en plus d'être écrivain, je suis aussi conteur. Je le suis moins ces dernières années, mais euh, pour les spectacles de contes en particulier, c'est beaucoup de logistique. Ça nécessitait de négocier les contrats avec tel endroit, tel événement. Et puis, c'est un petit peu pour la publicité aussi. Créer, c'est une chose, et puis faire la promotion de ce qu'on crée, c'est une autre chose. C'est vraiment des talents distincts. Et puis, il y a des auteurs, des conteurs qui possèdent les deux talents amplement. Mais moi, ça me vient pas naturellement d'appeler des gens et puis de dire Hey, je suis super bon, engagez-moi. Mais d'avoir quelqu'un qui le fait à ma place, ça a aidé beaucoup. Est-ce qu'on parle beaucoup de COVID en ce moment?
Toi, est-ce que le COVID, ça t'a touché ou tu fais partie des chanceux qui ont pas trop subi de conséquences? En ça, comme en beaucoup d'autres choses, en fait, je fais partie des chanceux, dans le sens où euh, j'avais déjà, mes activités étaient déjà axées ces dernières années beaucoup sur des choses que je peux continuer à faire. Je suis beaucoup dans l'écriture de romans depuis plusieurs années. J'ai commencé à offrir des ateliers d'écriture, on mentionnait, et puis ça, de plus en plus, je les donne en ligne. C'est l'année passée que je me suis donné les moyens déjà d'offrir des ateliers en ligne, et puis le timing était accidentel, mais impeccable. Donc là, je continue d'offrir mes ateliers en ligne. Euh, et puis, question de tempérament aussi, je suis un gars qui est à l'aise, disons, à s'enfermer chez lui pendant des heures et des heures. Donc, ouais, j'ai pas trop, dans ce sens-là, j'ai pas trop souffert du confinement. Euh, je suis un peu troublé par la chose, généralement. Euh, je trouve qu'on s'en tire pas trop mal jusqu'ici, mais je vois bien comment, en tant qu'écrivain, je vois toujours comment les choses pourraient être pires, comment les choses pourraient mal tourner. Donc, je ne peux pas dire que je suis 100% assuré. Je suis excessivement prudent avec les risques de contamination, tout ça. Est-ce que ça pourrait faire partie d'un prochain projet d'écriture, comme tu le mentionnais? Je dirais seulement par obligation, dans le sens où déjà, j'ai déjà contribué à un recueil de nouvelles à saveur post-apocalyptique qui est paru l'an passé à l'est de l'Apocalypse au Cesbroon. Et puis, donc, je me suis déjà frotté à la catastrophe, disons, et puis au bouleversement à grande échelle avec ce projet-là. Euh, et puis là, maintenant, comme nous tous, je vis les bouleversements à grande échelle. J'ai pas le. Ça me suffit de le vivre, j'ai pas envie de l'écrire. Je dois décider pour mes prochains romans comment je vais. Est-ce que je vais situer l'action avant la COVID, tout simplement? Ça, c'est la solution large, disons. Mais je n'exclus pas d'avoir recours à ça. Ou sinon, est-ce que je vais situer mes histoires dans un futur merveilleux où la COVID a été éradiquée? J'ai des décisions à prendre autour de ça. Et j'aimerais savoir quels sont tes prochains projets. Présentement, en fait, mon projet actuel, je suis chanceux pour ça. C'est un roman dont la majeure partie de l'action se passe entre 1946 et 1954. Donc, la COVID est pas en jeu. Et puis, c'est une histoire un petit peu atypique où est-ce qu'il est beaucoup question de paradoxe temporel. C'est un homme, une femme et puis un enfant qui essayent de se faire une vie au contact avec un phénomène temporel particulier. Euh, donc ça, je suis en révision sur ça présentement. Et puis, j'ai des idées bien étoffées déjà pour deux livres après ça, qui sont des trucs complètement indépendants encore. Je vais voir c'est lequel qui va prendre les devants quand je vais avoir complété mon projet actuel. Je pense que je vais faire partie de tes lectrices pour ton prochain livre. Et pour terminer, je voulais juste représenter encore aux gens qui le voudraient ta page ericgauthier.net pour aller voir ce que tu offres. Alors, tu offres des ateliers d'écriture et prochainement, dès le 20 septembre, tu as des ateliers d'écriture, création du personnage. Pour toi, c'est quelque chose d'important, le personnage. Oui, j'ai un peu tendance à revenir à ça comme pratiquement mon sujet de base. Quand je donne une série d'ateliers, je commence par ce sujet-là parce que on gagne à asseoir une histoire sur des bons personnages. Et puis, un bon personnage, en fait, peut sauver une histoire, peut aider à faire pardonner beaucoup d'autres défauts tant que le personnage est solide.
Ben, Éric Gauthier, je te remercie énormément. Je suis vraiment contente d'avoir pu t'interviewer pour ma chaîne YouTube. Je vais te souhaiter un bon succès pour les prochains livres. Et je leur ai dit, ce livre-là, Montréal, franchement, je le veux au cinéma. Fait que si les gens peuvent partager cette entrevue à tous ceux qui aiment le fantastique et aussi à des cinéastes, oui, vraiment, là, je veux le voir au cinéma, au grand écran, en tout cas, je veux le voir en vidéo. Et puis, moi, je vais dire pour ceux qui me suivent, à la prochaine pour une autre émission de la bibliothécaire. Merci encore, Éric Gauthier. Merci à toi.